RFI. Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața și bine v-am găsit. Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 2 ore în care vom vorbi în primul rând despre Ziua Franței, căci da, suntem în 14 iulie, și în cea de-a doua oră vom vorbi despre activitatea Institutului Cultural Român, căci va fi alături de noi Liviu Jicman, președintele ICR. Pentru moment însă îmi face plăcere să vi prezint pe cei 2 invitați ai mei de la această oră. Jérôme France, pe care voiam de foarte multă vreme să îl invit aici la microfonul RFI. Jérôme France este CEO EMI Internațional, dar în același timp este și membru al secțiunii de consiliere ai comerțului exterior al Franței. A fost vicepreședinte al Camerei de Comerț franceze în România, SSIFR, pentru prieteni, și nu în ultimul rând, și motivul principal pentru care l-am invitat astăzi, este pilot de super raliuri. Nu numai că este pilot de super raliuri, este multiplu campion. A fost, cred, nu știu dacă mai este în continuare, champion în titre, de 3 ori campion în titre român și pilot de super rally și viteză în coastă. Deux fois. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Mihaela. Merci infiniment de votre visite aujourd'hui. Alături de Jérôme se află Patrick Molins, pe care ultima oară când l-am intervievat la RFI era, cred, în ultima cu aproape 10 ani. Da. 9 ani, cred. În 2016. În 2016. A trecut multă lume, multă apă. Il y a beaucoup d'eau sur la Seine qui est passée depuis. Vicepreședinte al Clubului Francofon de Afaceri din Sibiu și director Somarest. În România de peste câți ani? Din 2013. 2013. Et vous, Jérôme, depuis quand? On parle en roumain On parle en roumain, en français, comme vous voulez, en fait. Et moi, depuis 2003, din 2003, deci 10 ani înainte de Patrick, și sărbătorești chiar anul acesta faptul că am petrecut jumătate din viața mea în România anul acesta. C'est formidable. Et la partie la plus active en plus, c'est beaucoup d'épatouissement et effectivement la Roumanie une part importante de ma vie et de ma famille. Bon. Alors, on est là pour discuter de vous, parler de vous, de votre histoire personnelle, de vos passions. Mais tout d'abord, je voudrais connaître un petit peu d'où vous venez. Parlez-nous un peu de votre région. Vous êtes originaire d'où? Parlez-nous un peu des choses que vous aimez en France et dans votre région. Patrick? Eh bien, moi, je suis originaire de Savoie, du Bourget-du-Lac exactement. Comme son nom l'indique, au bord du plus beau lac de France, s'appelle le lac du Bourget, qui est aussi le plus grand. C'est pas le lac d'Annecy? Non, c'est à côté du lac d'Annecy, qui est à une quarantaine de kilomètres. Voilà, j'ai passé mon enfance à la campagne, dans une ville de 4000 habitants, et j'ai fait mes études à Grenoble, non loin de Chambéry. Alors, elle est comment votre région? Ma région, c'est la montagne, c'est le lac, c'est très proche de ce que j'ai retrouvé à Sibiu. C'est le ski, c'est le plaisir de la montagne. Et puis c'est une région où on y mange très bien, comme dans beaucoup de régions en France, mais particulièrement en Savoie, avec les meilleurs fromages de France. Ah, je conteste complètement. Alors moi, je suis franc-comtois et plus particulièrement de Haute-Saône, puisque ma maman est originaire de Vesoul et mon papa de Fougerolles. Donc j'ai passé mon adolescence à Fougerolles, qui était un village de à peu près 5000 habitants et qui a un lien particulier avec la Roumanie, puisque je vais vous faire une confidence, c'est que Philippe Gustin, ancien ambassadeur de France en Roumanie, est originaire de Fougerolles et il habitait sa maison familiale était à 300 mètres de la maison que j'ai achetée à Fougerolles. Ah oui. Donc beaucoup de spécialités aussi rurales, avec bien sûr du fromage en Franche-Comté. On a notre fameux comté d'ailleurs, la cancoyote, où je crois que je l'ai importé pour mes enfants, la cancoyote. Vous connaissez la cancoyote? Ah non. Je pense que nous, on est les plus gros consommateurs de cancoyote de Roumanie, ça c'est certain. Ça c'est parce que moi j'en trouve pas. Ah, vous trouvez. Alors je vous donnerai les recettes. Chez nous, à la maison, on consomme un pot tous les 2 jours.
À l'ail ou pas? Non, pas à l'ail. Mais vous trouvez autant dans la grande distribution. Et je vous recommande d'ailleurs un petit magasin à Bucarest. Je ne fais pas de publicité, mais ça s'appelle Fig. Je connais pas. Vous allez trouver plein de spécialités. Et à ma grande surprise, ils ont de la cocoyote. Donc je vous encourage à aller les voir. C'est pas très loin d'ici d'ailleurs. En plus. D'accord. Enfin, allez voir. Fig. Voilà, concoyote. J'étais une grande consommatrice, moi aussi. Et une belle région très vallonnée. Alors on a nos lacs aussi, pas aussi grand qu'en Savoie, mais nos belles spécialités régionales avec tout ce qu'on peut connaître, la saucisse de Morteau, tout un tas de choses. Et puis une région très rurale, très vallonnée, qui effectivement s'apparente sous beaucoup d'aspects à certaines régions en Roumanie. Et en particulier aussi, puisque Fougerolles est la capitale européenne du kirsch, donc on distille de l'eau de cerise et on fait aussi de l'alcool de poire, de l'alcool de prune. Donc, j'ai loisir à échanger assez régulièrement dans mes visites en Roumanie sur les différents modes de distillation, les différences entre la tsuika, la palinka et l'alcool qu'on peut faire chez nous. Donc, oui, je suis pas très loin. Et en Savoie, il y a une concurrence, il y a quelque chose à concurrencer avec ça? Le fromage, évidemment. La concurrence du comté, c'est le Beaufort, qui est tout aussi bon. Et puis, en Haute-Savoie, le Reblochon, qui est aussi quand même. plaisir, un plaisir de goût. Est-ce qu'on peut s'accorder qu'un des meilleurs, ou sinon le meilleur, ça serait quand même le Saint-Nectaire? Je ne suis pas d'accord. Vous savez, on dit en France, c'est pas parce que je privilégie un fromage ou l'autre. Alors, il y a énormément de très bons fromages en France, mais on dit une commune, un fromage. Et c'est vraiment une grosse différence qu'on peut avoir avec la France, parce qu'on peut trouver ici effectivement beaucoup de très bons produits, mais on va dire moins de variété. Et c'est quelque chose qui commence à changer. On le voit en Roumanie, et notamment avec des gens qui sont rentrés de France. Je ne sais pas si vous connaissez certainement la Carnaze de Pleškoj. Et si vous ne connaissez pas la Carnaze de Pleškoj, je vous invite d'aller à Pleškoj, donc ce village dans la région de Buzău. J'ai entendu parler, mais c'est vrai que je suis plus charcuterie française. Moi, je ne l'aime pas. Je vous dis, la Carnaze de Pleškoj, je trouve que ce n'est pas très bon. Okay. Enfin, en tout cas, ce n'est pas à mon goût. Mais par contre, les gens qui ont lancé ça, c'est des gens qui ont vécu en France et notamment en Alsace et qui ont lancé cette tradition, cette fête, et qui fait que cette spécialité est connue partout en Roumanie. Et vous allez à la fête de la Carnaze de Pleškoj, c'est assez impressionnant. C'est une fête de village comme on peut le voir en France. Et ils ont importé le mode de fête que nous avons dans les villages, avec chacun sa spécialité, pour faire ça à Pleškoj. J'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, les fêtes de village, je pense que ça existe aussi chez toi, Patrick. Nous, comme on a bien sûr la cerise qui est dans notre village, on a la fête de la cerise, la fête du beignet de cerise, la fête du kirsch, l'élection de Miss Cerise d'ailleurs, où elle gagne son point en cerise, bien sûr. J'ai retrouvé ça à Pleškoj, ils font l'élection de Miss Pleškoj. La différence, c'est que Miss Pleškoj, c'est pas une jeune fille du village, c'est une brebis. Oui. Et puis qui sera transformée en saucisse l'année prochaine. Non. Si, c'est comme ça qu'ils font. C'est malheureux. C'est un peu plus brutal. C'est cynique. Un peu, oui. Et chez vous? Chez nous aussi, on a beaucoup de fêtes de village, malheureusement, qui disparaissent petit à petit. Mais je me rappelle de mon enfance, la fête au village, comme on dit, c'était dans tous les villages. Et comme dit Jérôme, chaque village quasiment a sa spécialité de fromage ou autre. Et nous, dans le village, la principale fête, c'était la fête du pain. Puisque dans chaque quartier du village, il y avait un four à pain qui restait chaud quasiment toute l'année. Et les habitants, à tour de rôle, venaient faire leur pain le week-end. Et à un moment donné, dans l'année, il y avait la fête du pain qui a revu le jour il y a quelques années, qui s'appelle maintenant la ronde des pains dans le village. Et on se balade à vélo ou à pied, on fait le tour des pains. Des fours de pain. Voilà. De village en village. De petit village en petit village. C'est formidable. Dans la commune. Voilà. Il y a une spécificité française, je ne sais pas si ça existe en Roumanie, mais je pense que dans les villages isolés, on en retrouve ça. En France, les boulangers font la tournée, en fait, le week-end. Ils vont voir les gens une fois que
la cuisson des pains est terminée, ils montent dans leur petite voiture et ils se baladent de village en village et ils apportent du pain dans des endroits un peu isolés. Oui, et ça fonctionne. Alors chez nous, c'était le boucher faisait la même chose et effectivement, il y avait un rôle social aussi parce que le boulanger fait le tour, ça permettait de voir les anciens, de discuter avec eux, les gens qui avaient moins de mobilité, le boucher pareil, de discuter, de faire un peu l'épicerie de proximité, d'amener des choses aux gens qui avaient moins de mobilité, parce que dans nos villages, en fait, c'est très réparti. Imaginez un truc. Alors, celui dont je viens, Fougerolles, c'est une des plus grandes communes de France, et un village aujourd'hui, ça doit être 4000 habitants, effectivement, mais très éloigné, avec des hameaux qui sont à 5 ou 6 kilomètres de différence. Comme c'était un village rural, les fermes, on fait 1 kilomètre, on a d'autres endroits. Et donc, le rôle social du boulanger et du boucher et du facteur aussi, donc ces gens qui faisaient les tournées, était très important. Alors, Jérôme, j'ai appris que vos parents eux aussi étaient pilotes. Oui. Papa et maman. Les deux. Je crois que c'est ma maman qui était impliquée dans le sport automobile très tôt et c'est elle qui a entraîné mon papa dans cette passion. Ma maman qui a fêté ses 80 ans cette année, toujours directeur de course en France et très impliquée dans le sport automobile. Mon papa s'est mis un peu en retrait, mais c'est comme ça que j'ai grandi, effectivement. J'ai passé mon enfance et mon adolescence sur les courses de voitures, à gratter les pneus, à mettre de l'essence, à faire ce qu'il fallait faire en tout cas, et pour mon père qui roulait à l'époque en course de côte. Et puis après j'ai arrêté, moi j'ai arrêté, enfin je me suis mis à rouler, en tout cas en France, j'ai roulé un petit peu en France, pas très longtemps, j'ai roulé 2 ans, c'était une belle expérience. Et avec toute cette expérience d'enfance, j'ai réussi à être très performant assez rapidement, puisque en 2 ans, j'étais champion de France junior en course de côte. Donc, c'était déjà une belle performance. Et j'ai décidé d'arrêter la compétition pour travailler, pour venir m'implanter en Roumanie, puisque j'avais l'opportunité de venir ici. Et c'est une passion qui est restée dans un coin de mon cœur, on va dire. Et à un moment, je rentre en France en vacances, je vais visiter des amis. Il y avait une course, donc je passe voir mes amis sur la course et je les appelle avant. Je dis, tiens, vous êtes là, je vais venir vous voir. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, tu viens, mais tu roules. J'ai pas de voiture, mais c'est pas grave, on va trouver une voiture pour toi. Et c'était reparti. Ils m'ont trouvé une voiture. J'ai fait cette course en France, le Mont d'Or, qui était là d'ailleurs la première course que j'avais fait en France, une très jolie course de championnat d'Europe en Auvergne. Et là-dessus, je dis, c'est bien quand même, ça me plaît, il faut pas abandonner ses passions. Donc j'ai recherché une voiture, j'ai acheté une voiture de course, une petite voiture, une deuxième, et puis juste avec l'intention de m'amuser sur circuit. Et je suis rentré en Roumanie, j'ai vu cette compétition qui existait, le Super Rally, qui était une compétition qui était créée et organisée par Mihai Leo, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et voilà, je me suis inscrit pour voir. Ça m'a plu. J'ai fait une course et l'année suivante, je me suis engagé sur le championnat que j'ai gagné 3 fois de suite. Et puis après, j'ai arrêté le Super Rally pour voir autre chose, effectivement. Et je suis reparti en course de côte où ça fait 2 années consécutives que je gagne ce championnat et je suis en tête cette année, effectivement, du championnat de course de côte. Ça a pris une dimension encore un peu plus loin parce que quand je me lance dans quelque chose, j'ai l'habitude d'aller jusqu'au bout. Et l'année dernière, j'ai eu la chance et le plaisir de rouler à Pikes Peak aux États-Unis. Donc, c'est une course dans le Colorado qui est la course de côte la plus connue au monde. Et j'ai eu la grande fierté de rouler avec une licence de Roumanie. Donc, j'ai représenté la Roumanie à Pikes Peak. Et j'ai, avec fierté et réussite, puisque j'ai finalement terminé sur le podium de ma catégorie. C'était pas l'objectif, mais c'était sympa de rentrer avec la coupe à la maison. Alors, vous avez, je ne sais pas si c'est un titre officiel ou c'est un surnom, King of the Hill. Oui, c'est un titre officiel? King of the Hill, c'est un titre officiel qui est donné sur chaque course. C'est-à-dire que dans chaque week-end, celui qui fait le meilleur temps du week-end, effectivement, repart avec le trophée et le titre de King of the Hill. Donc, c'est un titre officiel, mais qui est attribué sur chaque course. Donc, effectivement, ça m'arrive assez régulièrement. Encore il y a une dizaine de jours à Rešica où j'ai battu le record du tracé, d'ailleurs. Et puis, j'ai réalisé aussi le meilleur temps du week-end. Donc, j'ai remporté ce titre de King of the Hill et ma fille est toujours contente d'avoir des trophées à la maison. Dans un article récent, parce que je pense qu'on parle plus de vous en Roumanie qu'en France. Ouais. Non, c'est tout le temps. D'ailleurs,
parfois on le regarde à la télé et les commentateurs sportifs sont complètement impressionnés chaque fois, et superlatifs. Donc vous êtes très aimé en France, honnêtement, en tout cas dans ce domaine. Et là, dans un article récent, si j'arrive à le trouver, alors qu'est-ce qu'on disait, voilà. Je vous lis en roumain, je vous lis juste un petit extrait. Dans Jérôme France a făcut prezența în modul său caracteristic. După ce la start festiv s-a declarat impresionat atât de traseu cât și de organizare, începând cu sâmbătă dimineață, a intrat în acțiune, începând nu doar să doboare recordul traseului, ci să surclaseze propriul timp manșă după manșă. C'est-à-dire que tous les gens, ils sont habitués en fait, que vous battez vos propres records chaque fois. C'est l'objectif et c'est la recherche de la performance qui est, en tout cas qui m'anime et dans ma vie en quotidienne, puisque c'est la même chose dans le sport automobile et dans mes activités entrepreneuriales aussi. On recherche la performance. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises, même de tenir des conférences pour certaines cercles dont je fais partie et qui m'ont demandé d'exposer ces points communs. Il y a énormément de points communs entre l'entrepreneuriat et la compétition automobile. Mais effectivement, quand on fait une course, quand on fait du sport, c'est pour essayer de dépasser ses propres limites déjà. Et puis ensuite, si on dépasse celles des autres, tant mieux. Est-ce que ça vous parle ? Dépasser ses limites, ça me parle. Non, ça me parle pas énormément la course automobile, puisque j'en ai jamais fait, mais j'apprécie de voir Jérôme en course. Et d'ailleurs, au bout du lac du Bourget, il y a une petite commune qui s'appelle Chanaz. Il y a une course de côte, une belle course de côte. Et si à l'occasion tu y vas, j'aurais plaisir de faire le voyage pour te voir. Et en plus, on y mange très bien. Et on y mange des très bonnes cuisses de grenouilles à Chanaz. Ça y est, on revient à la nourriture. Voilà. C'est ça. Donc, après la course, évidemment que tu auras gagné, on pourra manger ensemble des bonnes cuisses de grenouilles. Alors, Patrick, comment êtes-vous arrivé en Roumanie et qu'est-ce que vous avez fait au début ? Moi, je suis arrivé en Roumanie en 2013. Voilà, on m'a proposé de prendre la direction de l'entreprise à Sibiu. À l'époque, j'étais dans une entreprise qui fabrique des produits pour l'automobile, des roulements, pour tout dire. Je connaissais pas du tout la Roumanie. C'était mon premier poste de directeur. Donc j'ai dit, banco. J'ai jamais refusé un poste. J'ai toujours voulu découvrir autre chose. Donc je suis venu en Roumanie prendre la direction de l'entreprise. Et j'ai découvert un pays, je suis obligé de dire maintenant, j'y suis depuis 12 ans, un pays très très beau, très respectueux, très agréable à vivre et avec des salariés passionnés par leur travail et engagés pour leur entreprise. Et voilà, donc j'ai fait 6 belles années dans cette entreprise qui a quasiment doublé d'effectifs et de mètres carrés de surface. Et ensuite, au bout de 6 ans, malheureusement, ma mission était terminée. Mais je voulais rester en Roumanie. Et j'ai changé d'entreprise entre-temps pour revenir dans un tout autre monde, qui est celui du luxe et de la maroquinerie. Et voilà, à nouveau, un petit parcours en Roumanie. Ça fait déjà 5 ans que je suis revenu en Roumanie. Et vous n'avez jamais fait de rallye ? Non, j'ai fait du foot, moi, pendant de nombreuses années, presque 30 ans. Pas au même niveau que Jérôme dans la course automobile, mais j'ai fait mon petit parcours dans ce sport qui est un sport aussi à connaître de par l'équipe, en fait. Voilà, le plaisir, c'était de se retrouver entre copains et de passer du temps ensemble. Voilà. Donc j'ai commencé à 8 ans et j'ai arrêté quasiment à 40 ans. Vous êtes président du club francophone d'affaires de Sibiu ? C'est ça. Je suis président du club d'affaires de Sibiu depuis 2016, qu'on a inauguré d'ailleurs ensemble à Sibiu. Oui, c'est un peu difficile de faire cette interview. Je crois qu'on s'est mis la barre un peu. Moi, je garde mon sérieux. Donc, je suis président du club de Sibiu. C'est difficile d'inviter ses amis, et vous voyez. Ouais. Donc voilà, je suis président du club de Sibiu depuis que je suis revenu en Roumanie, puisque j'avais laissé la présidence à un collègue du club. Voilà, on
On a une 40aine de membres dans le club. Pas que des Français et pas que des francophones. On a aussi maintenant des entreprises aussi allemandes et roumaines qui font partie de l'association. Est-ce que vous organisez... Pardon. Non, mais je pense que c'est assez particulier. On a eu l'occasion de faire plusieurs choses ensemble avec Patrick dans ce cadre du club d'affaires francophone de Sibiu quand j'étais vice-président de la CCIFR. Et je pense que c'est aussi une spécificité française pour les acteurs que nous sommes, les citoyens, chefs d'entreprise, entrepreneurs, ce qu'on veut, de s'impliquer aussi dans la vie associative. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, je veux dire, de façon assez traditionnelle en France. Et quand ça se passe, les gens se rejoignent, en tout cas, ces initiatives. Et on le voit avec le club d'affaires de Sibiu, qui est très dynamique et qui permet d'être un vrai point de relais pour l'économie et les entreprises de Sibiu. Et puis même nous, quand on a besoin d'aller à Sibiu, c'est un phare auquel on peut se rattacher. Vous êtes basé à Bucarest. Oui. Et vous êtes basé à Sibiu. Mais vous connaissez la Roumanie. Je pense que Jérôme connaît la Roumanie. Je pense que je la connais mieux que beaucoup de Roumains. Oui. Ouais. Je suis allé un peu partout parce que donc mon entreprise EMI fait de la maintenance d'équipements industriels, de portes industrielles, et ça m'a donné le loisir de voyager dans tout le pays, dans les régions les plus reculées, et puis et découvrir beaucoup de points, et tout simplement ma curiosité naturelle et mes loisirs me poussent à aller dans des endroits très reculés. C'est comment voir la Roumanie au bord d'un bolide qui d'ailleurs s'appelle Nova, comment ? Oui, Nova Proto. Alors c'est la voiture que j'utilise en course de côte qui est fabriquée en France, à Lourdes, à côté de Lourdes, à Saint-Pé-de-Bigorre. Et ça va vite, parce qu'on prend là, le week-end dernier à Rechitsa, où effectivement j'ai fait le nouveau record de l'épreuve, mais on monte une route de 5 minutes, de 5 km à peu près en 2 minutes. Donc les vitesses sont assez impressionnantes, on n'a pas le temps de regarder le paysage, on doit être bien focusé et concentré sur notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Quelles sont les particularités de ce type de sport ? Déjà, c'est très physique, j'imagine. Oui, c'est très physique, et pour ce qui concerne la course de côte en particulier, c'est la plus vieille épreuve du sport automobile. On arrive avec des voitures qui n'ont rien à faire là. Ma voiture, c'est un moteur de Formule 3000, donc c'est l'équivalent d'une Formule 2 aujourd'hui, c'est juste avant la Formule 1, et l'aérodynamique est très puissant. Donc c'est des véhicules qu'on voit plus sur circuit, et on les met sur des routes de montagne. Alors c'est 500 chevaux, 600 kilos, c'est quasiment un rapport de 1 pour 1, on n'en est pas loin, avec des voitures très puissantes, avec une force aérodynamique très, très importante. Et pour faire l'histoire courte, la limite, c'est plus nous. C'est plus la voiture, c'est nous. Et donc, en fait, c'est un équilibre entre recherche de performance, mesure des risques qu'on veut prendre, qu'on accepte de prendre, et préparation avec une équipe. Parce que même si on est seul dans la voiture, l'effort, c'est un sprint. On fait des runs de 2 minutes, donc il faut vraiment être parfait. Et toute la préparation a un impact très important. La nôtre, psychique, psychologique et tout ce qu'on peut voir, et celle de nos équipes qui vont travailler sur le matériel de concours. Donc, c'est un effort intense avec un mixte entre recherche de performance, maîtrise du risque, prise de risque, et puis plaisir technique aussi, parce qu'on cherche toujours des solutions, on travaille sur les acquisitions de données, on travaille en équipe avec mes concurrents et mes amis. On s'échange nos acquisitions de données, on travaille vraiment ensemble, et je pense qu'il y a beaucoup d'humilité aussi dans ce sport, en particulier la course de côte, à cause du niveau de risque qu'on prend. Parce que là, on n'a pas de bac à sable, il y a des arbres et des ravins sur le bord de la route, donc on n'a pas le droit de se tromper. Vous avez peur ? Non, si un jour j'ai peur, j'arrête. Là où j'étais vraiment impressionné, c'est aux États-Unis à Pikes Peak, parce qu'effectivement, il y a des ravins, il n'y a pas de protection. Et on a des grandes courbes très rapides, mais il faut être conscient de ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait, et être bien concentré. Alors tiens, une question pour tous les deux. Comment on roule en Roumanie ? Comment on roule sur les routes en Roumanie ? Comment on roule sur les routes en Roumanie ? Parce qu'en dehors pour Jérôme, en dehors de votre vie de pilote, j'imagine que vous conduisez une voiture
Un scooter aussi? Je suis venu en scooter. Alors, le scooter, ça fait partie des mêmes atouts qu'il faut avoir dans la course automobile. Il faut être capable d'anticiper. L'impossible est possible. Et ça doit faire une quinzaine d'années que je roule en scooter dans Bucarest. Mais effectivement, il faut s'attendre à tout. Il faut vraiment anticiper et être très prudent. Par contre, quand on fait de la compétition automobile, on est plutôt raisonnable sur la route parce qu'on a le loisir de pouvoir prendre ces décharges d'adrénaline en course. Et sur la route, on est prudent parce qu'on est aussi conscient de ce qui peut se passer. Donc, on a des capacités qui sont bien plus importantes que, on va dire, le chauffeur lambda, des réflexes et des habitudes. Mais ça, c'est dans la maîtrise de notre voiture. C'est pas dans la maîtrise de ce qu'il y a autour. Donc, j'encourage les gens qui veulent se faire plaisir à aller sur circuit, aller dans les compétitions et pas sur la route, en tout cas, parce que les autres usagers sont pas habitués à ça. Mais si on est un simple chauffeur sur les routes roumaines, comment ça se passe? Il y a une grande différence avec la France. D'ailleurs, moi, j'y suis très attentif quand on reçoit des nouveaux employés qui viennent de France ou des stagiaires, d'ailleurs, qui louent des voitures et qui se baladent sur les routes de Roumanie. Je pense que la grande différence, c'est qu'on n'a pas la même notion de la ligne blanche en France et en Roumanie. Il y a une très grande différence. Nous, on n'a pas de double ligne blanche qui est encore plus grave. Voilà, c'est pour moi le principal sujet, c'est être tout le temps très très concentré sur la route. Tout est possible à tout moment en face de nous. Donc peut-être pas aussi concentré que Jérôme lors des courses, mais voilà, il faut faire très attention. On double sur les lignes blanches, on double sur les doubles lignes blanches en Roumanie. Et la deuxième grande différence, j'ai envie de dire, c'est la vitesse sur route, voilà, qui est pas respectée, notamment sur autoroute, où maintenant beaucoup de monde, voire beaucoup de jeunes, ont des voitures très puissantes et roulent à des vitesses démesurées sur autoroute. C'est le deuxième point. Et un autre paramètre important, c'est les passages piétons, voilà, qui sont aussi très différents de la France. Les piétons s'engagent sur la route à tout moment. Donc, il faut être très vigilant en route, sur route et en ville notamment, là où il y a des passages piétons. Mais c'est relativement compliqué de rouler en Roumanie et surtout pour les nouveaux arrivants. Au bout de 12 ans, maintenant, je commence à être habitué. Et pour vous, Jérôme, quand vous sortez de Bucarest, quelle est votre image de la Roumanie automobile? Alors, il y a une question d'infrastructure également, parce que effectivement, quand on arrive à Sibiu, on voit beaucoup d'autoroutes. Quand on est entre Bucarest et Sibiu, on en voit beaucoup moins. Ça vient progressivement, on y arrive, mais l'état des routes, effectivement, est pas top. Il y a du travail à faire. Et oui, je pense que ce que tu as dit, c'est un bon résumé. L'impossible est possible. Si physiquement c'est possible, ça peut arriver. Donc beaucoup d'attention à ce qui peut se passer. Est-ce que vous avez est-ce qu'on dit ça, des poulains? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on parle, par exemple, pour la Formule 1, je sais que c'est un terme qu'on utilise, non? Oui, alors j'aime bien travailler en équipe. J'aime beaucoup travailler en équipe et je fais partie d'une équipe qui s'appelle Real Racing qui s'occupe de jeunes à partir des colonies de vacances, les tabaras de karting à Prejmer, et qui les fait monter aujourd'hui. Real Racing s'est étendu, alors j'étais le premier, mais a fait le pas vers l'automobile, et aujourd'hui il y a une division de Formule 4 en Italie, qui est le championnat de Formule 4 le plus relevé au monde. Et voilà, alors c'est mon projet, c'est pas mon projet, c'est le projet de Constantin Railano, et qui est un de mes vieux amis. Et j'étais content de rejoindre son équipe. Et quand j'ai pu le faire, donner un coup de main à droite, à gauche, avec soit mon réseau relationnel, soit faire rouler des jeunes dans des voitures avec nous. Et c'est important de faire la transition, de s'occuper des jeunes. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je sponsorise des jeunes qui sont dans le sport automobile, qui sont très performants, qui ont été vice-champions du monde l'année dernière, les frères Mayer, Norbert et Francesca, qui ont été vice-champions du monde junior. C'est une très grosse performance. Et il faut s'occuper des jeunes. J'ai régulièrement des jeunes autour de moi, que ce soit même en Super Rallye, j'ai accompagné des jeunes, j'ai fait un petit peu de coaching, etc. Et c'est quelque chose que je fais aussi dans ma vie d'entrepreneur, prendre des jeunes et essayer de les orienter. Je l'ai fait quand j'étais à la Chambre de commerce et je le fais régulièrement. Je pense que ça fait partie de notre épanouissement.
Et vous, Patrick, les jeunes? Moi aussi, j'ai des poulains aussi dans l'entreprise. Voilà, j'ai plaisir maintenant, comme on dit, à mon âge, de prendre des jeunes. J'ai des jeunes Français, j'ai un jeune Brésilien, j'ai des jeunes stagiaires qui viennent de France, j'ai des VIE aussi qu'on prend régulièrement. En général, on en a 2 par an dans l'entreprise. Voilà, que moi, je prends plaisir à accompagner, à faire grandir dans l'entreprise. Ouais, je viens de recevoir 2 qui viennent d'arriver, avec qui j'ai passé un très bon moment la semaine dernière à leur expliquer l'entreprise. Des Français. Des Français, et eux très intéressés voilà, par le parcours que j'ai pu faire, comment je suis arrivé là, quels conseils on peut leur donner. Je pense que ouais, c'est très intéressant de partager nos expériences professionnelles, nos expériences de la vie avec eux qui entrent sur le marché professionnel et qui ont soif d'apprendre et qui ont soif de découvrir aussi un pays autre que le leur et qui viennent nous voir. C'est un super outil, les VIE, je suis content que tu le mentionnes. En même temps, je suis dans le cadre des CCEF, je suis référent pour les VIE et les VIE-EFE des entrepreneurs français à l'étranger. Donc, on n'a pas besoin d'être une entreprise française basée en France pour pouvoir recevoir un VIE. Pour mémoire, un VIE, c'est un volontaire international d'entreprise. C'est un jeune de moins de 28 ans qui veut aller travailler à l'étranger dans un cadre qui est proposé par la France et qui le facilite. Et on n'a pas besoin d'être français. Un Roumain peut être VIE. Un Roumain qui a fait ses études en France peut venir faire son VIE en Roumanie ou dans un autre pays. Donc, c'est un élan fantastique pour pouvoir former des gens qui vont voyager, des Européens, des citoyens du monde. Et puis, nous, on n'est pas des expats, on est des immigrés, Patrick. Exactement. D'ailleurs, j'en profite par rapport à ce que dit Jérôme. J'aurais vraiment plaisir de trouver un jeune Roumain qui a fait ses études en France, qui veut rentrer au pays et qui veut découvrir une entreprise. Une belle entreprise. Une belle entreprise. Je l'accueillerai avec plaisir chez nous. On recherche des VIE roumains qui font leurs études en France. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais voilà, s'il y en a un qui écoute, ou les parents qui écoutent, avec plaisir, on le prendrait. Avec grand plaisir. Voilà, mais il faut aller à Sibiu. Il faut aller à Sibiu. Et il faut aimer la maroquinerie. Il faut aimer la maroquinerie, ou découvrir la maroquinerie. Voilà, comme j'ai pu le faire aussi. Et venir à Sibiu, c'est pas un gros effort. C'est tellement belle ville. Il n'y a que pour les gens de Brasov que c'est un effort d'aller à Sibiu. Ouais. Et encore, j'ai vu des gens de Brasov qui étaient contents d'aller à Sibiu. Ouais, bon, sinon c'est 6 heures de route en train. Enfin, 6 heures en train, 4h30 de route. Et peut-être, quand on prendra notre retraite, peut-être qu'on aura aussi un peu plus d'autoroute. Parce que ça avance. Ça avance. Aujourd'hui, jusqu'à Courtrai-d'Argès, on est bien. On est bien. Ouais, oui. Ça aide un petit peu. Chaque mois, on découvre un petit peu plus du pays. On réduit un peu le temps. On réduit un peu Exactement. Oui, je voulais parler de votre arrivée en Roumanie et le rapport par rapport à la francophonie roumaine et comment vous êtes senti accueilli. Est-ce que vous vous souvenez, Jérôme, il y a plus de 20 ans, est-ce que c'était plutôt une curiosité? Est-ce que c'était plutôt... parce que moi, ce qu'on me dit souvent, les Français, quand ils arrivent en Roumanie, ils disent « Ah, on me parlait en français en roumain, ça fait plaisir aux Roumains de parler français. » Et puis, il y a quand même un sentiment un peu... quand on arrive en tant qu'étranger dans un pays qu'on ne connaît pas, et puis petit à petit on connaît, vous êtes déjà... Je ne sais pas si... Vous avez de la double nationalité ou pas? Non, je n'ai pas la double nationalité. Alors, je ne l'ai pas encore. Effectivement, je pourrais l'avoir. Je n'exclus pas de demander la nationalité roumaine. Mon épouse est roumaine et donc voilà, je pourrais demander la nationalité roumaine. Une chose est sûre en arrivant, c'est qu'en tant que Français, on est très bien reçu, très bien vu. Il y a beaucoup de bienveillance. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les nationalités, mais en tout cas, c'est le cas quand on est français. Et puis, on se sent bien. Alors, les gens parlent français, oui et non, je pense de moins en moins. Mais on est quand même content de pouvoir échanger. Et quelque part, les gens sont très heureux de pouvoir faire les efforts à essayer de parler en français. Même aujourd'hui, où je parle roumain couramment, je fais certainement toujours des erreurs, mais les gens qui parlent français ont toujours plaisir à vouloir parler français avec moi. Donc, il y a quelque part le charme de la France, l'image de la France qui est très positive en Roumanie. Et en tout cas, ça nous entraîne beaucoup de bienveillance de la part des Roumains. Patrick?
Moi, mon premier souvenir, quand je suis arrivé en 2013, j'ai dû aller signer des documents chez un notaire. Et une dame m'a accueilli chez le notaire. Je pense que cette dame avait au moins 70 ans. Pardon. Et elle parlait un français parfait. Un français vraiment d'une pureté, d'une élégance rare, puisqu'elle utilisait des mots non utilisés, non conventionnels. Et elle m'a parlé de nos auteurs français très connus, comme Lamartine, comme Alexandre Dumas, voilà, qu'elle avait lu et qu'elle lisait encore. Comme dit Jérôme, je pense qu'avec le temps, ça se perd. Je vois sur Sibiu, qui est une ville où on pratique plutôt la langue allemande, il est difficile de conserver l'apprentissage de la langue française à l'école, et notamment dans les premières classes. On essaye et on se bat pour que le français perdure, parce qu'on en a besoin. Nous, dans l'entreprise, nos équipes de développement, notamment, qui travaillent avec Paris, doivent parler français. On leur donne des cours de français. Évidemment, s'ils arrivaient déjà avec des connaissances de la langue, ce serait beaucoup mieux. Quant à l'accueil, comme a dit Jérôme, voilà, la bienveillance, l'esprit de famille, le respect, voilà, c'est ce que j'ai découvert immédiatement en arrivant. Tout le monde à la main tendue pour nous aider, nous accueillir, nous intégrer. C'était vraiment un très bon moment dès l'arrivée. Bon, il nous reste en fait très peu de temps. Jérôme, la prochaine course, c'est pour quand? Alors la prochaine course, c'est la semaine prochaine, le week-end prochain à Sinaia. C'est assez impressionnant parce que c'est une course de côte qu'on fait en ville sur cette résidence d'été du roi Ferdinand Ier, si je ne me trompe pas, et avec toujours beaucoup de spectateurs et quelque chose de très particulier. Mmh. Et vous êtes confiant? Alors je suis confiant, je suis très motivé. J'ai participé l'an passé pour la première fois à cette course à Sinaia qui n'avait pas lieu tous les ans. J'ai eu de bons résultats l'an dernier, parce que j'ai gagné, j'ai battu le record. Mais l'objectif, c'est de faire. L'objectif, c'est d'essayer de faire aussi bien cette année. Mmh. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les rallyes? Dans la compétition automobile, bien sûr, c'est de se rapprocher, de consulter le site de la fédération et la fédération roumaine d'automobile sportive, la FRAS. Il y a énormément de formats qui sont disponibles. Ça commence pour les très jeunes. Et pour les encore plus jeunes, il faut commencer par le karting. Et moi, je vous encourage à aller participer à la Tabara de karting à Prejmer, qui est un super outil pour les enfants, qui a un niveau de prestation que en tout cas, je ne connais pas en France. Ce qui a été développé à Prejmer, c'est juste fantastique. Donc, il y a de bons outils en Roumanie pour commencer dans cette direction. Merci beaucoup, Patrick. Un conseil à donner à un jeune Roumain qui voudrait se lancer, par exemple, dans, je ne sais pas, le domaine de la maroquinerie ou dans le domaine industriel? Oui, plutôt dans le domaine industriel, parce que ce soit maroquinerie ou autre, la première chose, c'est de prendre plaisir dans son travail, d'apprendre tous les jours. Voilà, je pense un des conseils, c'est humilité, apprentissage, et ouvrir les yeux et prendre plaisir dans ce qu'on fait. Merci infiniment de votre visite. Je vous laisse profiter du 14 juillet. Merci. Grande journée pour les Français. O să facem o mică pauză pentru știrile RFI și ne reauzim și revedem imediat după aceea.